Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral. Bonsoir Philippe Perfetti. Bonsoir Lisa. Alors, nous étions arrêtés en cette fin d'année 1808, une année qu'on a vue assez chargée, au niveau en tout cas belliqueux. Oui, une année très compliquée puisque Napoléon s'est définitivement enfermé et enlisé dans le conflit espagnol. On arrive à la fin du mois de décembre 1808. C'est Noël pour tout le monde, sauf pour Napoléon et son armée, puisqu'il court après les Anglais qui partent vers le Portugal au moment où Napoléon a de très mauvaises nouvelles de Paris. Donc en cette période de la Nativité, il apprend que les Autrichiens, poussés par les Anglais, veulent encore prendre les armes. Apparemment, ils n'ont pas compris les leçons du passé. Que Fouché et Talleyrand complotent et qu'il y a un problème dans le respect du blocus continental par la Russie. Donc il n'y a que des mauvaises nouvelles comme ça en fin d'année. Et il décide de rebrousser chemin, donc d'abandonner la poursuite des Anglais et qu'il confie à son état-major pour rentrer à Paris et remettre de l'ordre. Donc là, on va entamer une nouvelle année, qui sera l'année 1809, et qui va être encore une fois sous le signe du chaos le plus absolu, tant sur le plan militaire, parce qu'il va retourner faire la guerre aux Autrichiens, que sur un plan purement politique, et surtout un plan émotionnel en fin d'année. Bon, ben, l'année commence en janvier, où Napoléon arrive à Paris. On est mi-janvier, et là il décide une bonne fois pour toutes de régler son compte à son ministre des Relations extérieures, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, qui complote sans cesse depuis des années. Et là c'est trop. Napoléon sait que Talleyrand fait des choses dans son dos, et c'est plus possible de ne plus avoir confiance en un ministre d'une telle importance. Donc il profite d'une réunion, un conseil des ministres aux Tuileries, et le conseil s'achève, reste dans la pièce Talleyrand et Fouché, donc les deux qui veut couper la tête. Et là, il s'en prend à Talleyrand, mais violemment, vraiment très très violemment. Il lui dit, enfin c'est rapporté avec les formes, mais il lui dit vous mériteriez que je vous brisasse comme du verre, vous êtes un lâche, un voleur, etc. J'en ai le pouvoir, enfin tout un tas de gentillesses, et il conclut par la fameuse phrase vous êtes de la merde dans un bas de soie. Et Napoléon s'en va en claquant la porte. Il va le virer évidemment dans la seconde. Talleyrand essaye d'encaisser le choc avec un mot d'esprit en parlant à Fouché, qui a assisté à la scène avec délectation, puisque les deux hommes avaient comploté pour mettre Murat sur le trône de France. Et Talleyrand dit à Fouché c'est dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé. Donc il essaye de garder sa prestance, mais bon. Fouché n'est pas dupe, parce que on voit Talleyrand qui est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et pour finir complètement livide, et jamais il a eu peur. Et là, cette fois-ci, Talleyrand a peur, parce qu'il sait très bien que Napoléon, au-delà de le virer, peut lui faire beaucoup de mal physiquement. On peut le faire arrêter, peut le faire mettre en prison. Donc là, c'est fini la grande vie. Donc il tremble tellement qu'il va rentrer chez lui, il va tomber malade. Il va être alité. C'est la première fois de sa vie que Talleyrand est déstabilisé par quelqu'un. Voilà. C'était à ce moment-là. Donc il a peur. Et il va tellement avoir peur que après il va multiplier les mauvais coups pour trahir définitivement Napoléon et se ranger du côté des Autrichiens, des Russes et des Anglais pour remettre les Bourbons sur le trône de France. Donc l'année 1809 commence en fanfare. Là, Fouché, pour le moment, ça va, mais bon, ça va pas durer pour lui aussi. Et dans tout ça, Napoléon est obligé de reprendre les armes contre l'Autriche. Parce que l'Autriche a été
entraîné par les Anglais, par toujours les histoires de blocus continental. Et l'Autriche, en la personne de l'archiduc Charles, décide encore une fois de monter une coalition contre la France et contre Napoléon. Et ça, on en parlera dès demain. Avec plaisir. Merci à vous. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour cette seconde émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors nous étions évidemment avec cette nouvelle coalition montée par l'Autriche contre Napoléon en ce début d'année 1809. Oui, donc on est au tout début de l'année et Napoléon a à peine, même pas fini la guerre en Espagne puisqu'il a fait demi-tour, qui doit déjà repartir vers l'Autriche pour une énième guerre contre les Autrichiens. Alors comment ça va se passer? Une nouvelle levée d'hommes sur le territoire impérial, donc là aussi les conscriptions à outrance pour partir à la guerre commencent à faire gronder le peuple français à juste titre. Donc, mais malgré tout, Napoléon lève 200 000 hommes. 200 000 hommes qui vont marcher sur l'Autriche. Comme d'habitude depuis 1796, l'Autriche va perdre terriblement pour elle. Hein, et assez rapidement. Et très, très, très rapidement. Hein, Napoléon va rester quasiment toute l'année 1809 en Autriche, mais beaucoup pour des raisons diplomatiques. Mais les conflits vont durer assez peu. C'est même pas l'histoire d'un semestre. Hein. Et on commence par des batailles qui sont restées célèbres. La bataille d'Eckmühl, où Davout, le maréchal de fer, encore un surnom amusant, écrase l'armée de l'archiduc Charles, mais pas entièrement. Donc elle dit maintenant il faut courir derrière l'armée autrichienne. Napoléon les coince à Ratisbonne. Et là il y a une anecdote fameuse, puisque encore une fois Napoléon va être blessé au combat, puisqu'il est blessé par un tireur, un tyrolien paraît-il, puisqu'il était réputé pour leur précision, un sniper de l'époque qui l'attrape dans le talon, et Napoléon est blessé, donc il descend de sa monture, et là, au-delà du symbole de la blessure qui n'est pas grand-chose, c'est tout le monde a tremblé à ce moment-là. Tout le monde a tremblé dans l'état-major français parce que l'empereur est faillible, est physiquement faillible. Et si l'empereur meurt, ça risque d'être problématique sur le plan politique. Donc il y a eu un moment de flottement. Napoléon l'a senti. Peu importe, il se fait faire son pansement et il remonte à cheval pieds nus. Hein, donc, et on repart à l'attaque. Ça, c'était pour l'histoire de la blessure de Ratisbonne, qui a plus une portée symbolique qu'une portée physique. Et on continue de marcher, après les Autrichiens. On leur marche dessus même. Et arrive un moment clé dans l'histoire militaire napoléonienne, qui est la bataille d'Essling, qui est une victoire sans problème des Français, sauf que il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts, bon, comme d'habitude, du côté autrichien, il y en aura, je crois, 30 000. C'est monstrueux. Hein. Les Autrichiens vont abandonner la bataille, hein, tellement il y a de morts. Et parmi les Français, il y a un mort qui est un proche de Napoléon, qui est le maréchal Lannes. Qui va prendre un boulet dans les jambes et il va en mourir. Et il aurait eu ces mots prophétiques envers Napoléon. Hein. Il lui dit Napoléon pleure la mort de Lannes qui est en train d'agoniser. Et Lannes lui dit ton ambition te perdra. Ton appétit de conquête est insatiable, ton ambition te perdra. Il lui aurait dit ça. Bon. Il a pleuré, mon ami Lannes, mais bon, ça l'a pas fait revenir. Et surtout, dans cette bataille d'Essling, les Autrichiens ont assisté à une scène inédite jusqu'alors. C'est la configuration de la bataille qui a voulu ça, mais à un moment donné, Napoléon et son carré, sa division, ont reculé. C'est rien, mais c'est la première fois que ça arrive. Les Autrichiens l'ont vu. Et malgré la déroute autrichienne, l'archiduc Charles s'est vanté d'avoir battu Napoléon, parce que Napoléon a reculé.
Juste ça, le simple fait qu'il est pas, pour une fois, il n'est pas avancé sur l'ennemi. Il a fait machine arrière. Et l'archiduc Charles se vante d'être le vainqueur de la bataille et diffuse l'information qui est déformée. Et on arrive à Napoléon a été fait prisonnier à Essling. Oh, mon Dieu, la bourse s'effondre, les royalistes reprennent du poil de la bête, l'usurpateur est mort, c'est fini, on reprend le pouvoir. Sauf que il n'est pas fini, et quelques jours plus tard, c'est la bataille de Wagram. C'est la bataille de Wagram, jusqu'alors, jusqu'à ce moment-là, ça va être la plus grande bataille de l'histoire en nombre d'hommes, parce qu'il y aura 324 000 hommes qui vont s'affronter. On en parlera dès demain. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette émission en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors, nous étions arrêtés hier soir à la bataille de Wagram. Voilà, effectivement, Wagram, après, comme vous l'avez dit, que Napoléon ait été blessé, son talon d'Achille, et effectivement, il continue sa marche sur les Autrichiens, malgré les fausses informations diffusées par l'archiduc Charles. Et c'est la bataille de Wagram, donc 324 000 hommes qui vont s'opposer. C'est une des plus grandes victoires napoléoniennes. Hein. Là, l'Autriche est détruite à ce moment-là. Voilà, on n'en parlera plus pour un petit moment. Et donc Napoléon va une nouvelle fois s'installer à Vienne. Et il va en profiter, donc là on est au mois de juillet, hein, pour multiplier les traités de paix avec l'Autriche. Bon là ça vire à l'humiliation, hein, pour eux, hein, depuis 1796, donc ils enchaînent les défaites contre les Français, et là c'est le summum. Hein. Et en même temps, il va falloir régler d'autres problèmes. Parce qu'effectivement, comme l'a dit le maréchal Lannes sur son lit de mort, la petite conquête de Napoléon, et à ce moment-là, ça vire à l'hystérie. Ça vire à l'hystérie. Il sait qu'il est apparemment, pour le moment, encore invincible et invaincu sur la terre. Donc il pense être absolument intouchable et que rien ni personne ne doit lui résister sur le continent. Et ça va être au tour du pape. C'est en cette année 1809, pendant l'été, que Napoléon va devoir régler un autre problème, qui est le problème des États pontificaux. Donc ils ont déjà... le pape avait refusé évidemment cette unification de l'Italie. Unification de l'Italie, il refuse l'adhésion au blocus continental. Donc il y a de quoi échauder Napoléon, et c'est le cas. C'est le cas, donc de manière arbitraire. Donc, on oublie toute diplomatie là-dedans. Napoléon décide d'annexer de manière ferme et définitive et militaire les États pontificaux, pour faire céder le pape, mettre la pression. Sauf que c'est un adversaire d'une autre nature, puisque c'est pas un militaire. Donc il ne répondra pas par un conflit armé, ça aurait été trop facile pour Napoléon. Là, c'est un peu... c'est l'excommunication, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc c'est seulement symbolique. Hein. Et là, Napoléon a envoyé déjà, il y a le général Miolis qui est sur place, Eugène de Beauharnais. Il y en a un nouveau qui arrive sur la scène, c'est Christophe Salicetti, qui est ministre de la police du royaume de Naples, et qui est réputé pour ses méthodes un petit peu musclées, qui va mourir cette même année, 1809, de manière mystérieuse. Mais bon, maintenant, il arrive à Rome et il dit clairement... Ça rappelait un film célèbre, le monde se divise en deux, les marteaux et les enclumes. Si vous refusez d'être les marteaux, attendez-vous à être les enclumes. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Donc les Romains, les citoyens romains ne veulent pas être des martyrs, et bon, se rangent du côté de la force. Le pape, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Le pape s'amuse, semble-t-il, et il joue un bras de fer de l'esprit avec Napoléon, et effectivement, sa mesure phare, c'est l'excommunication des méchants, des envahisseurs. Bon. Aujourd'hui, avec notre regard de 2016, oui, ça prête à sourire. Mais à l'époque, ça veut dire qu'officiellement, Napoléon et les siens sont des hérétiques. Oui. Donc, le monde catholique est encore vif à ce moment-là, malgré le passage de la Révolution.
c'est fort, c'est une mesure forte. Alors là, Napoléon entre encore une fois dans une colère noire et il fait la faute. Il fait enlever le pape. Comme ça, on enlève le pape. Comme si c'était n'importe qui. Hein. Donc, on enlève le pape, on va le faire prisonnier en France pendant plusieurs années. Jusqu'en 1813, je crois d'ailleurs. Et voilà la manière qu'il a eu de régler le conflit diplomatique avec le pape. C'est toujours par la force. C'est toujours par la force. Il ne supporte plus à ce moment-là que qui que ce soit lui résiste. Et il faut aller vite. Il est pressé d'en finir avec l'Angleterre parce que c'est son démon, hein, l'assassinat économique de l'Angleterre. Ah, il arrive à conquérir donc la bande des États pontificaux pour faire l'unité italienne, pour éviter encore une fois une zone de commerce pour l'Angleterre. Donc là, il y est presque. On est presque à l'apogée des extensions territoriales de l'Empire. Mais avant ça, il finit avec le pape, il finit avec les Autrichiens. Il va finir par rentrer à Paris, parce que pour l'instant, il est toujours en Autriche. On en parlera dès demain. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors, on était évidemment à cette unification provisoire de l'Italie. Oui, très provisoire, parce que les années à venir vont montrer que l'équilibre italien est très très précaire. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Donc, on est au milieu de l'année 1809. Il va avoir un autre problème à régler maintenant, Napoléon, parce qu'il est rentré à Paris. Et avant de rentrer à Paris, il a revu Marie Walewska, qui est enceinte. Donc Napoléon là, est bien décidé, dans tous ces mouvements hystériques aux quatre coins de l'Europe, ça s'agite beaucoup. Il est bien décidé à avoir un héritier, d'autant plus que il a été victime d'une tentative d'assassinat à Vienne au courant de cette année-là. Un jeune dénommé Staps qui a essayé de le poignarder. Donc en plus de la bataille à Ratisbonne, ça fait beaucoup. Hein. Donc il faut pérenniser la structure impériale. Et donc il rentre à Paris avec la ferme intention de divorcer de la pauvre Joséphine, hein, qui va faire les frais de la politique. Et il se voit à Fontainebleau au mois d'octobre, 3 semaines. Ils ne se parlent pas. Napoléon l'évite, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à lui dire. Il n'arrive pas. Et on va attendre. Et Joséphine attend, elle le sait. Elle le sait que la mauvaise nouvelle va tomber. Elle est patiente, elle est résignée. Et donc le temps passe, on se retrouve aux Tuileries au mois de novembre, mi-novembre. Et là, il décide de lui dire. Et là, finalement, ça sort. Ça sort et il dit c'est fini. C'est fini, je vous répudie. Et elle lui répond. Le moment venu, je vous obéirai. Mais avec les égards, hein. Elle a été répudiée avec les égards. Oui. Financièrement. Superbe, oui. Quels égards. Et là, pour le moment, on est dans le drame le plus complet, le drame sentimental, parce que elle lui dit faites et j'obéirai. Donc elle se plie à la volonté d'eux. Lui, il sait très bien comment elle est, Joséphine. Donc il sait très bien qu'elle essaye de l'amadouer une nouvelle fois. Elle lui dit ne me prenez pas par les sentiments, je vous aime encore. Mais la politique n'a pas de cœur, elle n'a que de la tête. Horrible. Donc là, ils se séparent là-dessus au mois de novembre. Il semblerait que ce soit plus lui qui souffre qu'elle, même si elle, c'est comme ça, hein, ce ne sera plus l'impératrice, ce ne sera plus la femme de Napoléon, il y aura des compensations, certes, mais bon, c'est une énorme page, un livre qui se ferme pour elle. Mais celui qui souffre émotionnellement, c'est lui. C'est lui, parce qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Hein. Il n'arrive pas, il va la voir, malgré la rupture, malgré le fait que le divorce soit prononcé très vite. Il la voit souvent, et le temps passe, on arrive à la fin de cette année 1809, et là, il y a encore une scène dramatique, façon Racine, où se voit en période de Noël, encore une fois, hein, où Napoléon rend visite à Joséphine, et là, il y a la petite Hortense
Napoléon a des mots avec Hortense. Hortense lui dit, bon ben voilà, on se plie à votre volonté, etc., etc., mais ma mère vous aime, elle vous aimera toujours, blablabla. Bla. Et Joséphine, sur ces mots, s'est évanouie, et Napoléon, là c'est un crève-cœur, hein, c'est un crève-cœur parce que c'est sa vraie famille, hein. Joséphine, Hortense et Eugène. Les autres, c'est très très tendu. Mais les seuls qu'il aime vraiment, c'est Joséphine, Hortense et Eugène. Et là, il prend Hortense dans ses bras, il pleure. Napoléon qui pleure. Ça arrive comme ça en période de divorce. Et dans la foulée, donc on est le 24 décembre 1809, ils vont dîner ensemble pour la dernière fois. Napoléon et Joséphine, cette fin d'année qui est absolument catastrophique pour lui en termes émotionnels. Parce que qu'il le veuille ou non, il en souffre terriblement. Et l'année s'achève comme ça, sur une touche pathétique, le divorce de Napoléon et de Joséphine. Il n'a plus de famille. Il va devoir en construire une. Et ça, on en parlera dès demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Je rappelle évidemment que ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous étions arrêtés hier dans le mélodrame puisque Napoléon et Joséphine justement ont divorcé. C'est une nouvelle famille que va se construire Napoléon. Oui, c'est une nouvelle famille qui va se construire après que le divorce a été prononcé. Hein, il dira à Hortense de transmettre le message à sa mère, bien que je l'aime toujours, qu'elle m'a donné les 15 plus belles années de ma vie, que je serai toujours son meilleur ami, etc., etc. Mais donc on finit l'année comme ça. Commence l'année 1810, et puis après 1811 évidemment, qui vont être 2 années de paix militaire et paix politique relative. Parce que là, on ne va pas parler de conflits politiques et militaires, on va parler simplement, on va s'en tenir à des conflits humains pour le début, puisque effectivement, Napoléon doit se construire une famille, mais il doit gérer aussi sa famille biologique, on dira, ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs, c'est très compliqué, surtout après ce divorce avec Joséphine, donc il est un peu à cran. Hein. Il va avoir un enfant aussi dans le courant de l'année 1810, au mois de mars, au mois de mai, pardon. Le 4 mai va venir au monde le fils de Marie Walewska. Et dans tout ça, l'année 1810, c'est le moment où l'Empire est à son apogée territorial. Donc c'est le moment où il a placé tous ses pions sur l'échiquier européen. Les pions, c'est les frères et les sœurs. Sauf que ce sont des relations absolument infectes. Et ça contribue, ça aussi, au début de la fin pour Napoléon. Et dans le désordre, hein, les problèmes commençons par les frères, Joseph, qui, aussi intelligent soit-il, est un piètre roi. A failli en Espagne, bien sûr. Il est en train de faillir, là. Il a failli à Naples, il recommence en Espagne, ça se finira en eau de boudin en 1813, mais bon, on n'y est pas encore. Il est bouffi de prétention, et surtout, il est bouffi de fainéantise. Parce qu'il aime la vie de cour, forcément. Bien logé, il était bien logé à Naples, il est bien logé à Madrid. Mais en termes de travail, de réforme, de maintien de la stabilité politique sur son territoire, c'est pas terrible. C'est pas terrible et ça ulcère Napoléon, dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est pour Joseph. Il y a Lucien. Lucien, bien évidemment, la rupture est consommée depuis belle lurette. Napoléon avait essayé de renouer le contact en 1807 pour donner un trône à Lucien qu'il a refusé. Donc il n'y a plus de relation. Il n'y a plus rien. Lucien vit à Rome avec sa nombreuse famille. Les 2 hommes se retrouveront trop tard, en 1815, mais là, pour le moment, c'est le néant total. Il y a le pire de tous, c'est Louis. Louis qui a le trône de Hollande. Mais Louis ne comprend pas qu'il doit sa place à son frère. D'ailleurs, son frère le lui dit bien. Il dit, pauvre Louis, en dehors de moi, vous n'êtes rien.
méchant, hein. Il est méchant, à juste titre, parce que Louis fait n'importe quoi. Louis est marié à Hortense, oui. à Hortense de Beauharnais, qui est une femme sublime, hein, mais qu'il ne regarde pas, puisqu'il semblerait qu'il soit sensible à d'autres charmes. Il est malade, hein, dans sa tête. Je crois qu'il est schizophrène ou quelque chose comme ça. Il a une paralysie partielle d'une de ses mains. Et surtout, au-delà de ça, de ses aléas émotionnels, Louis n'obéit pas politiquement à Napoléon. Et Louis accorde le commerce entre la Hollande et l'Angleterre. Parce qu'il va lui coûter sa place d'ailleurs. Parce que, encore une fois, on parle de politique, hein, on ne parle pas de cœur. Voilà. Donc Napoléon va lui retirer son trône en 1810, hein, pour ces raisons-là. Donc ça va très très mal avec Louis. Reste Jérôme qui est sur son trône de Westphalie. Westphalie avec sa nouvelle femme, Catherine de Wurtemberg. Et Jérôme, il est très jeune. Il est volage, il est insouciant. Il n'a absolument aucune idée de ce que peut être la gestion d'un royaume. Et il dépense. Il dépense à outrance. Là aussi, il a un train de vie phénoménal. Et peu de résultats sur le terrain politique. Et ça n'intéresse pas. Il n'en est pas conscient, malgré tout son courage, toute sa bonne volonté sur les champs de bataille. Politiquement, non. Donc ça, c'est pour les frères, le tour d'horizon des frères. C'est pas brillant. C'est 0 sur 4. Et avec la palme pour Louis. Hein. Et on parlera des sœurs la semaine prochaine. Bien sûr, avec plaisir. Merci, au revoir. Bonne soirée.